Mais dans l'immédiat, je laisse immédiatement la parole à Jean-Sébastien Suze de la société NP6, dont il est le directeur général, et il va vous parler justement pendant quelques minutes de l'enjeu de la data pour les clients. Si, comme d'habitude, le principe de l'AZAPET fonctionne, le grand classique. D'abord, merci à tous pour votre présence. Merci à l'EBG d'organiser ce type d'événement. J'espère que vous en profitez tous bien tout au long de l'année. Merci également à la BPI pour cet espace. Alors, je vais essayer effectivement de ne pas faire un cours magistral, même si on est un peu tous dans une classe aujourd'hui. Mais c'est pas tout à fait mon genre que de faire effectivement d'être le maître d'école. Alors, la première question, ou la question que tout le monde se pose, sommes-nous tous égaux devant la data ? Et c'est celle à laquelle on va essayer de répondre. Alors, on va tous avoir une réponse différente. Les intervenants vont avoir leurs réponses. Vous avez vos problématiques et vos enjeux et vos réponses aussi à apporter. L'idée, c'est effectivement, comme le disait Damien, d'avoir un échange autour de cette problématique. Je jongle avec... il y a un petit problème de zapette. Voilà. Donc nos enjeux, ils sont tous conditionnés par la donnée dans son ensemble. On parlait de big data encore il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de huge data. On est dans une accélération assez considérable des volumétries qui transitent, des volumétries que l'on stocke, que l'on produit tous les jours. Après, l'entreprise, elle a, dans sa relation avec ses clients, elle aussi collecte de l'information, collecte de la donnée. De ce point de vue-là, on n'est déjà pas tous égaux parce que finalement, on la collecte pas tous de la même façon, dans les mêmes quantités et dans la même qualité. Pour autant, il y a 30% de cette donnée qui est en temps réel. Donc c'est un élément qui va être à prendre en considération finalement, et de plus en plus en considération, puisque le temps réel, c'est et notamment bien l'information, la réaction de vos interlocuteurs dans la relation que vous avez avec eux, l'IoT qui génère énormément et qui va générer de plus en plus de données finalement qu'il va falloir intégrer et gérer. Et donc la notion de temps réel, elle va faire partie intégrante de la relation que nous avons, que vous avez avec vos clients. Et elle n'est pas forcément toujours au cœur dans nos organisations, parce que nos organisations ne sont pas forcément en temps réel. Et pour autant, quand on établit une relation avec un client, quand un client rentre dans un commerce, si on repart sur les fondamentaux, il a une réaction qui est en réel. Et c'est ce qu'il va vouloir retrouver. Donc retrouver ou travailler cette logique-là avec la donnée qu'on va pouvoir agréger. Ah ouais, il y a bien... Donc on est dans un changement de paradigme, on le voit, cette notion de temps réel c'en est un de ces paradigmes. L'autre paradigme qu'on a tous vécu et que nous, NP6, on a vécu en particulier dans notre relation, dans l'organisation de nos services, c'est du one-to-many à du one-to-one. Et pas simplement du one-to-one, où effectivement on va devoir faire de la personnalisation, on va devoir faire de la personnalisation dans un contexte, dans des dimensions qui vont être non seulement de personnalisation, mais aussi d'intuition, de déduction par rapport à des attitudes, et comme je le disais juste avant, de temps réel. Donc il y a vraiment le changement de paradigme, nous on le vit dans notre activité. Donc si une entreprise... je ne vais pas vous parler beaucoup d'NP6, mais qui a 20 ans d'expérience, donc elle a vécu toutes ces révolutions. Vous êtes dans des entreprises qui ont, elles aussi, un certain nombre d'années de vécu. Et notre vécu, c'est un peu, on le partage, hein, on envoie des emails depuis 20 ans, et la façon dont on les envoie n'a plus rien à voir avec la façon dont on envoyait il y a encore 4 ou 5 ans. Et de la même façon que vous utilisez ce média de façon tout à fait différente. 74% des entreprises aspirent à être data-driven. C'est bien, c'est une saine volonté, on a tous la volonté de travailler autour de cette donnée pour en faire quelque chose de plus productif, de plus qualitatif, qui serve les clients, et si ça sert bien les clients, ça va bien servir nos organisations. Pour autant, 29% s'estiment en mesure de réussir cette transformation. Ah ouais, donc j'ai 74% d'optimistes qui se disent bah, c'est bien, on va travailler le data-driven, puis il y en a 29% qui estiment être en mesure de réussir cette transformation. Sous-entendu, il y en a 71% qui estiment que ça va être sacrément compliqué. Donc c'est les enjeux qui se présentent à nous. Donc la bonne approche, c'est effectivement, alors ça ne se veut pas être l'ordre de priorité. Ça va être, là on va voir un certain nombre de points, il y a 6 points sur quels sont les éléments à prendre en considération en priorité, ou pourquoi est-ce que je veux que ma société soit data-driven et comment est-ce que je vais réussir à la rendre data-driven. L'expérience client et on parle souvent du client au cœur, évidemment, c'est un des points centraux de la plupart des réflexions qui sont les vôtres.
Ça fait un peu, ça fait un peu réchauffer comme sujet, mais en même temps, l'expérience client, on la partage tous, on la vit tous dans notre relation avec nos fournisseurs. Vous la vivez avec vos clients. Elle est bien au cœur, mais par contre, est-ce qu'elle est toujours vraiment au cœur, ou est-ce qu'elle est juste, on a suggéré qu'effectivement c'était la stratégie, c'était la priorité, en même temps, est-ce que c'est vraiment une réalité? Pas toujours. Si on veut que ça soit effectivement centrique, il faut que ce soit une culture de la data au sein des organisations. Ça veut dire que le comité de direction, le top management de l'organisation doit effectivement avoir cette logique. C'est tout récent, je ne sais pas comment ça se passe dans vos orgas, mais c'est tout récent qu'effectivement... 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est pour ça que j'en ai 4. Je suis prêt. C'est assez récent que dans nos organisations, je dirais que ça fait 4-5 ans que dans nos organisations, maintenant au niveau du board, vous avez un responsable de la transformation digitale, un responsable de la data, qui maintenant intègre directement le board des organisations. Dans le cadre de l'EBG d'ailleurs, je ne sais pas si vous y étiez présent l'année dernière, je crois que c'était au mois de février, il y avait une intervention d'Alexandre Bompard, qui parlait de sa prise de fonction au sein du groupe Carrefour et qui expliquait son expérience, son passé, Fnac Darty, ce qu'il avait pu réussir. Et finalement, il arrive dans une organisation. Et ce qu'il a impulsé dès le départ au top management de Carrefour, c'est ça, c'est d'avoir cette culture data au sein de Carrefour. Donc, customer-centrique, le client au cœur, mais aussi culture data. Ça paraît totalement dingue, mais il est arrivé dans une entreprise qui n'était pas dans cette logique-là, qui en parle depuis 20 ans, qui depuis 20 ans se dit ouais, le client, c'est la priorité, etc. Mais c'est d'abord la priorité dans le magasin. Est-ce que c'était vraiment la priorité globale sur l'aspect digital? Force est de constater que non, et que les pure players ont grandement finalement pris le pas sur la stratégie de nos distributeurs historiques. L'humain, élément dimension première et majeure finalement dans la réussite de votre transformation digitale, de la digitalisation de l'entreprise, l'humain de votre organisation, sa perception de cette donnée, où est-ce qu'elle est, chaque finalement entité au sein de vos organisations a sa pierre à apporter à l'édifice. La compréhension de chacun des humains à la tête de ces entités, elle est nécessaire, son adhésion, sa compréhension de pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi on a besoin de collecter cette donnée. Soyez force de proposition au sein de vos entités pour nous amener des éléments de données qui vont permettre aux équipes marketing, aux équipes commerciales de mieux travailler. Ça ne va pas de soi, c'est pas une évidence. Donc, il faut que les humains soient sensibilisés autour de cette même logique. Et pour autant, 7,5% des entreprises, seuls 7,5% des entreprises estiment que leur organisation, l'organisation humaine de leur entreprise est en capacité d'accepter cette transformation. 7,5%. Quelque part, c'est assez infime. Donc il y a une énorme crainte vis-à-vis de l'acceptabilité de cette logique data-driven dans les organisations. Donc on parlait tout à l'heure de la gouvernance qui doit effectivement être première dans la prise de lead sur l'importance de la donnée au sein de l'organisation. Après, la gouvernance de cette donnée, elle est éclatée, elle est leadée par le comité de direction, mais en même temps, c'est une donnée qui est diffuse. Elle est à la fois au service logistique, en même temps qu'elle est au service de la relation client, en même temps qu'elle est dans les métiers, en même temps qu'elle est dans un certain nombre je parlais tout à l'heure d'entités au sein de l'entreprise. Si on veut qu'elle soit unifiée, qu'elle soit utile, qu'elle soit consolidée et qu'elle soit productive comme on l'attend, il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit très claire dans qui lead cette gouvernance. Est-ce que c'est le comité de direction qui va effectivement impulser, mais est-ce que c'est la DSI, est-ce que c'est le service marketing, est-ce que c'est un quorum qui va être organisé autour de sa donnée? Ce qui est certain, c'est que si vous ne le faites pas, effectivement, il y aura toujours du silotage dans votre organisation. Et le désilotage, c'est l'unification. Donc on va unifier, là on n'est plus sur une logique qui est une logique technologique, qui en partie technologique mais aussi réglementaire, puisqu'on le voit, on a tous vécu une formidable expérience depuis mai 2018 qui est la mise en application du RGPD, qui nous oblige à avoir cette unification. Donc à la fois, il y a un objectif très clair d'optimisation de l'utilisation de la donnée pour mieux travailler avec nos clients, mais on a aussi l'obligation
je pense que vous découvrez rien aujourd'hui, sur l'unification pour une meilleure sécurisation et maîtrise de la donnée au sein de nos organisations. Quand je prends du temps comme ça, c'est que le bouton ne marche pas, je vous le dis. Hein. Donc unifier, où est-ce qu'on va unifier? C'est la notion de plateforme. C'est assez difficile de dire où est-ce qu'on va trouver la donnée. Donc on pense que le terme plateforme, c'est ce qui ressemble le mieux à ce que l'on a dans notre imaginaire de quelque chose qui pourrait regrouper de la donnée en quantité. Mais en réalité, elle est très hétérogène. Hein. Elle est pas sur une plateforme, elle est en interne, elle est en externe, elle est diffuse, elle est dans nos canaux de communication médias, elle est dans nos canaux de communication d'échange métiers, elle est un peu partout. Et pour autant, il va falloir la consolider et la mettre, ou en tout cas la rendre la plus proche de vous, de nous, et notamment plus proche de vos clients. Nous, on pense que l'objectif ultime de cet exercice, de vos enjeux, du regroupement de la donnée, c'est effectivement le client au centre, mais c'est retrouver une notion qui nous est chère chez NP6, c'est la conversation. On va le voir après dans les échanges. Ça fait partie de nous, ce qui va, de notre point de vue, être la prochaine étape des 3-5 prochaines années, en ce qui nous concerne, mais on pense que le marché va beaucoup adhérer à cette logique-là. Alors, le marché égale nous, nos confrères, l'ensemble de l'écosystème technologique qui va être la notion de conversation. Donc, on fait ce pari-là que de plus en plus, on va aller au-delà du chatbot, on va aller dans tout ce qui est média mis entre vos mains en termes d'activation et entre les mains de vos clients en termes d'échange, va devoir produire quelque chose qui va s'apparenter à une conversation. Si vous envoyez un SMS, vous pourrez avoir un retour, le client pourra vous donner un retour. Si vous envoyez un email, le client pourra vous donner un retour. Si vous envoyez ou présentez une publicité, le client, quel que soit le retour, devra pouvoir vous donner un retour. Aujourd'hui, on est sur des éléments qui sont des éléments réactionnels, donc d'ouverture, de clic, de visualisation, d'affichage, de publicité. Il faut qu'on aille plus loin sur cette logique-là, d'interprétation de ces retours, qu'ils soient réactifs ou qu'ils soient réellement textuels, pour pouvoir les interpréter et y donner une réponse. Agréger cette donnée et y donner une réponse. Et là, créer ce qu'on appelle une conversation. Ce qu'on fait... pas encore là, mais on aura l'occasion de discuter ensemble. Mais c'est cette notion-là qu'on doit retrouver, et pas simplement dans un chatbot avec un IA et pas simplement sur cette notion-là, mais sur l'ensemble des dispositifs qui seront les nôtres. Donc il va falloir s'adapter. C'est Darwin qui disait ça. Seuls survivront ceux qui arriveront à s'adapter. Donc on va tous s'adapter à notre niveau, en fonction de nos orgas, en fonction de nos objectifs. Avec un objectif premier que je pense qu'on partage, qui est le client au cœur. Et on ne sera pas tous égaux pour répondre à la question. Malheureusement, je suis navré de vous apprendre aujourd'hui que nous ne serons pas tous égaux face à la donnée, parce qu'on n'a pas tous la même relation à la donnée ou la même capacité à pouvoir la collecter, à être en contact avec. Et donc il va falloir faire avec ce que l'on a. Et quand on n'aura pas, ça paraît un peu abstrait, mais si vous n'êtes pas en contact, vous êtes dans la grande distribution, vous êtes un producteur de... je veux dire n'importe quoi, vous êtes un producteur de petits pois, vous êtes Bonduelle, vous vendez en grande distribution, il est rare que vous ayez un retour de la part de vos clients, un retour qui vous permette de qualifier l'individu, le client qui achète en grande surface. On peut se dire, effectivement, c'est fini, Bonduelle, il sera toujours dans cette situation, il aura beaucoup de mal, il y aura toujours la distribution entre lui et le consommateur. La réalité, c'est pas ça. C'est que Bonduelle, il peut lui aussi décider qu'il a besoin de cette donnée, il a besoin d'établir cette relation avec le client, il a besoin de cette conversation, et il va mettre les moyens pour aller chercher cette information chez les consommateurs. C'est pas simple. Donc là, de ce point de vue-là, on n'est pas tous égaux. C'est plus facile pour TF1, effectivement, de collecter de la donnée client dans sa relation quand même. C'est un peu plus simple. Ça dépend des supports, effectivement. Mais il y a effectivement des entreprises où cette donnée est beaucoup moins accessible et l'effort à produire va être important. Je pense que c'est la dernière slide. Ouais. Je vous remercie d'avoir été studieux, d'avoir écouté très calmement cette petite introduction. Effectivement, on a un micro qui est mort. Ce sera pas mal de le changer d'ailleurs pour que nos intervenants puissent en avoir plusieurs.
Merci beaucoup Jean-Sébastien pour cette introduction. Je vais te proposer de prendre place et je vais proposer à mes 3 invités de venir me rejoindre aussi sur scène, enfin tout au moins sur scène, sur les manches debout juste à côté de moi, le tabouret. Merci beaucoup. Alors, merci de votre présence ce matin. Alors, je vais faire une courte introduction pour vous présenter chacun les uns après les autres. Honneur aux dames. Amandine Place. Amandine, bonjour. Vous êtes Head of Acquisition UX et CRM chez Captain, ex-chauffeur privé. Vous êtes passé par plusieurs startups sur des postes notamment de marketing. Vous êtes aujourd'hui en charge du CRM, dont vous avez fondé le département de l'équipe de rétention et du programme de fidélité de parrainage de Captain. Et c'est la seule de toutes les personnes qui sont présentes, c'est la seule personne qui a dans son titre un mot intimement lié au client, UX pour expérience utilisateur. Donc on reparlera de ça justement parce que dans l'expérience de Captain, il y a notamment cette notion d'UX et d'application mobile. Juste à côté de vous, vous avez Christophe Vassalo. On parlait de TF1 il y a quelques instants. Christophe Vassalo, bonjour. Vous êtes Head of Data, Web Analytics et Digital Marketing chez TF1 Le Groupe, ou TF1 tout simplement. Vous êtes en provenance de la FNAC et de Aramis Auto. Vous avez supervisé des projets de e-commerce, des gros projets de e-commerce. Vous adorez la gestion de projets agiles, les plateformes open source et les données clients. Et chez TF1, vous êtes en charge de la définition de la stratégie globale autour des données afin d'accompagner la transformation digitale du groupe et en déployant une approche marketing conduite par les données, la performance business. Tout un programme. Nous avons ensuite Jean-Arnaud M. Bonjour Jean-Arnaud, en provenance de Lyon, responsable CRM et data marketing à l'OL, donc à l'Olympique lyonnais. Vous accompagnez les différents services de l'entreprise dans leur transformation digitale par la numérisation des process et le pilotage par la donnée, la stratégie marketing centrée sur le client et le développement de la performance commerciale. Et ça passe par la collecte, la qualification et l'analyse de toutes ces données, et notamment aussi la connaissance des fans. On va voir ça ensemble. Et puis pour finir, bien sûr, celui qui a fait votre introduction, Jean-Sébastien Suze, qui est directeur général de NP6, après en avoir été le VP Sales, et qui auparavant était notamment chez les Accus, et F-Secure et NP6, donc, qui est une plateforme de données clients, tout en un créée en 1999, et qui aujourd'hui a plus de 400 clients. On est bon, c'est bon. A priori, je ne me suis pas trompé sur vous, votre LinkedIn était à jour? Parfait, très bien. Alors, écoutez, on va commencer immédiatement par une première série de questions, toutes simples. Oui, alors allez-y, oui, prenez les micros, c'est une bonne idée, ça peut être très pratique. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, voilà, on n'a pas... Voilà, Est-ce qu'il marche celui-là ou pas? Non, toujours pas. Eh bien, vous allez devoir vous partager vos micros. Oui. Ah, je crois que c'est bon. Ah, c'est bon, extraordinaire, fameux. Mettez bien votre main ici, parce qu'on m'a dit que l'antenne était là-bas en bas, donc il ne faut pas... D'accord. Voilà, tiens, justement, on va commencer par vous. Voilà, on va commencer par l'antenne, effectivement. On va commencer par là, et on va tout simplement se poser une question. Christophe, la problématique de connaissance client et d'expérience client chez TF1, ça veut dire quoi? Alors, d'abord, il faut comprendre que chez TF1, on n'a pas toujours la relation directe avec le client, étonnamment. On l'a sur tous les assets digitaux, assez facilement. Il y a de la création de comptes, il y a des logins. On a tous les outils qui vont bien sur la partie analytique. Sur la partie pure, flux linéaire, télévisuel, on ne l'a pas, en fait, c'est de l'audience. La mesure d'audience, ça passe par médiamétrie. Et donc, il faut trouver d'autres voies pour avoir un peu le retour client. Le retour client pour TF1, en général, c'est quand même 2 choses. C'est l'audience. Et puis, c'est la valorisation qu'on en tire d'un point de vue publicitaire, puisque c'est quand même un peu du core business, on va dire, de TF1. Ceci étant dit, l'UX, et en partie sur tous les assets digitaux, c'est très, très important pour TF1. Et l'UX et l'expérience client, c'est important. L'expérience client chez TF1, c'est un peu différent de ce qui peut exister sur le e-commerce classique. C'est à la fois le fait de pouvoir lui pousser les meilleurs contenus, ceux qui vont mieux l'intéresser, lui convenir, le personnaliser, rendre les choses très fluides. Donc ça, on s'y attelle. On s'y attelle sur tous les portails. On parle des portails comme MyTF1, MyTF1 VOD, mais aussi tous les portails de replay qui sont sur les box des opérateurs. Tout ça, c'est les mêmes équipes finalement qui travaillent l'UX, qui vont travailler toute l'expérience client et l'analytics sur ces sujets-là. Et puis, c'est aussi tout ce qui est pression publicitaire, parce que étonnamment, c'est quelque chose qu'on travaille aussi. Et on ne pousse pas la pression publicitaire autant qu'on le veut. On y fait très attention. Et c'est aussi un des
des pans fondamentaux, on va dire, de l'expérience client chez TF1. C'est cette maîtrise de la pression publicitaire, cette personnalisation finalement de cette pression publicitaire en fonction du nombre de visites, du type de contenu, de tout ce qui est socio-démo, voilà, de toutes les informations qu'on va pouvoir collecter pour ce client. Oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est comme le business model principal de TF1, c'est la pub. C'est même le seul, on c'est va le dire. seul, Voilà. on est d'accord. Jusque-là, c'est le seul. Donc très clairement, vous devez faire attention à la fois, trouver la bonne balance entre, il faut gagner de l'argent, et puis à la fois, il ne faut pas dégoûter les personnes qui viennent, au sens où gâcher cette expérience. En tout cas, alors après, en plus, on est à l'aube de la SVOD, de l'arrivée de Netflix, bientôt de Disney, qui ont des propositions qui sont très différentes, sur lesquelles on doit payer finalement pour voir un contenu, mais sans pub en tout cas pour l'instant. Et donc effectivement, il faut être différenciant, il faut trouver le bon équilibre finalement avec une proposition de valeur où on va être sur un contenu qui est accessible gratuitement, de qualité, mais effectivement sur lequel il va falloir avoir un peu de publicité pour pouvoir le financer. Il faut trouver le bon équilibre. Amandine, de votre côté, vous, chez Captain, donc ex-chauffeur privé, pour ceux qui n'ont pas encore fait la bascule sur le terme, comment ça se passe, comment ça se traduit cette notion de connaissance et d'expérience client, sachant que vous, le canal principal, c'est l'application mobile? Oui, c'est exact. Alors nous, on a des problématiques un peu différentes, parce qu'on est dans un secteur très très concurrentiel et très immédiat. C'est-à-dire que nos clients, quand ils ont besoin de nous, c'est généralement dans les 3 prochaines minutes qui suivent. Du coup, on va devoir vraiment faire attention à l'expérience, à optimiser l'expérience client. Et pour cela, on va forcément s'appuyer sur nos data et se pose la question de comment on collecte bien la data, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'on a aujourd'hui accès à énormément de data, mais comment on active la bonne data au bon moment pour améliorer l'expérience client au mieux et pour justement proposer la meilleure valeur ajoutée à nos clients en comparaison, parce qu'on sait aujourd'hui que nos clients sont généralement multi-app, c'est-à-dire qu'ils vont switcher, ils peuvent comparer à l'instant T le prix avec les concurrents directs. Et du coup, c'est comment adapter le bon trigger, déclencher le bon trigger au bon moment avec le bon message. Vous disiez, vous avez accès à beaucoup de données clients, sachant qu'il y a donc une dimension d'immédiateté. Pour faire simple, c'est quoi ce type de données que vous pouvez récupérer? C'est principalement les données liées au téléphone, la localisation, ce genre de choses-là? Oui, alors effectivement, quand vous créez un compte chez nous, on va récolter des infos. Vous nous donnez accès à vos infos sur votre téléphone. Donc, c'est des infos assez basiques. Votre type de téléphone, votre serveur téléphonique, votre type de carte bancaire, votre adresse préférée quand vous rentrez votre adresse pour aller votre domicile ou votre travail. Donc on a ce genre de data. Après, on a très peu de data personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui si notre base elle est plutôt masculine ou féminine. On a des études data, mais ce n'est pas une information qu'on demande à la création du compte. Donc on n'a aucune idée pareil de l'âge. Donc bien sûr, on fait des études aussi dessus, mais ce n'est pas une data précise qu'on demande à l'entrée dans la création du compte. Donc ça va vraiment être tout ce qui est lié à l'expérience pure, donc le type de téléphone, si c'est un Android, un iOS, ce type de données-là qu'on va collecter. Merci. Jean-Arnaud, côté foot, côté Olympique Lyonnais, comment ça se passe, notamment cette connaissance client, sachant que là, on est sur des publics qui sont, on va dire, entre guillemets, captifs, au sens qui viennent régulièrement au stade. Comment ça se passe in and outdoor? On voudrait qu'ils viennent plus souvent au final, donc on a des vrais faire peut-être plus de matchs en fait. Ouais, voilà. Non, en fait, on se rend compte qu'on a justement beaucoup de fans différents qui viennent quelques fois dans l'année, et justement tout le boulot qu'on aura nous au niveau du CRM, ça va être de les faire revenir et de créer de la récurrence en fait, et de les habituer un petit peu plus à venir au stade, de créer une expérience justement autour du stade. On est depuis 3 ans maintenant propriétaire de notre propre stade à l'Olympique Lyonnais, le Groupama Stadium, et du coup on a un petit peu changé aussi d'activité au sein du groupe, et c'est une boîte aussi qui est en énorme croissance depuis 3 ans. On a doublé les effectifs pratiquement depuis qu'on est dans le nouveau stade, parce qu'aujourd'hui on a changé de métier, on est organisateur d'événements, on a un lieu où on accueille beaucoup de public et on est capable de proposer des expériences très différentes aussi d'un événement à l'autre. On fait du foot évidemment, puisque l'OL joue tous les matchs dans le Groupama Stadium, mais on va faire du concert, on va faire du match du rugby, on va faire de la compétition internationale en football féminin par exemple, on a fait du Monster Jam, donc on est capable d'accueillir beaucoup d'événements. De l'événement B2B j'imagine aussi. On fait du B2C, on fait du B2B, puisqu'on accueille 6000 personnes dans des espaces réceptifs comme vous faites aujourd'hui. C'est des choses qu'on est capable d'organiser aussi dans le stade, en loge, en salle
salon, avec de la restauration, etc. Donc on est une entreprise d'événementiel et on accueille des publics très différents, mais on vend aussi du merchandising puisqu'on vend des produits dérivés aux couleurs de l'OL. Donc en fait voilà, on a une variété de clients, de produits et d'événements qui fait qu'au final on a beaucoup de données mais qui sont aussi très difficiles à activer entre elles et avec des volumes de données qui sont au final assez importants par rapport à la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, moi la connaissance client de mon côté, elle permet de faire du marketing comme tout le monde de façon assez basique. Segmenter la base, adresser le bon message en fonction des typologies des clients. Elle va nous permettre aussi, et ça c'est une particularité d'un club de foot, c'est de monétiser la donnée auprès de nos partenaires. Une partie importante du revenu d'un club de foot aujourd'hui, c'est le sponsoring, avec des grands annonceurs qui viennent sur nos maillots, qui achètent de l'espace publicitaire dans le stade, qui font du naming de stade avec Groupama, qui est par exemple qui a pris le nom du stade. Donc toute cette partie-là aujourd'hui, la donnée c'est très important pour les annonceurs. Quand ils font des deals maintenant, l'affichage en écran LED ça suffit plus. Le sponsor maillot c'est évidemment très important au niveau de l'impact visuel, mais ça suffit plus non plus. Ils veulent derrière pouvoir avoir de l'information sur les fans, pouvoir les toucher, et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on va essayer aussi de développer fortement. On va revenir là-dessus justement sur un peu vos stratégies, comment vous fonctionnez. Jean-Sébastien, justement, on vient de voir il y a 3 cas très différents, à chaque fois des traitements de données qui sont différents aussi. Est-ce qu'il y a quand même des récurrences sur les demandes générales de besoins de données des clients ? La récurrence, c'est l'estimation du capital en fait. C'est le point de départ. Alors on est déjà sur des cas et c'est pour ça que vous êtes présent aujourd'hui en tant que speaker, on est déjà sur des cas qui sont très aboutis en réalité. On est déjà sur peut-être soit des pure players, soit des expériences parfois en nombre d'années qui sont assez conséquentes de manipulation, donc pour le cas TF1. Mais bien souvent, on part de points qui sont plus en deçà, d'entreprises en cours de digitalisation. Et la première question qui vient, c'est quoi mon active data, c'est quoi mon capital, de quoi est-ce que je dispose ou je pourrais disposer. Je parlais de Monduel tout à l'heure, c'est un exemple. On ne travaille pas pour l'entreprise Monduel, c'était dans le contexte. Mais c'est de quoi est-ce que je dispose et de quoi est-ce que je pourrais disposer. Donc on est à la fois sur faire un bilan objectif de ce qu'il y a dans l'entreprise, comment est constitué le CRM, parce qu'on est souvent dans une reprise, nous, de choses existantes. On n'est pas là pour transformer les systèmes d'information de nos clients, on est là pour profiter et les exploiter au maximum. Et puis, j'ai un dispositif qui ne me permet pas de collecter toute l'information dont j'ai besoin. Qu'est-ce que vous me proposeriez ? Qu'est-ce que vous pensez efficace pour pouvoir collecter quelles données et ensuite activer les plans relationnels qui vont derrière. Donc la première des questions, c'est de quoi est-ce que vous pensez que je peux disposer en termes de capital data et comment est-ce que je peux l'organiser au mieux pour l'uniformiser, un des termes qu'on a utilisé tout à l'heure, l'uniformiser autour de mon client. Donc commencer à auditer pour voir ce qu'on a déjà en termes de sur quoi on est assis en termes de capital, tout simplement. Amandine, pour revenir à ce que vous disiez sur les informations que vous captez, justement, si on revient un peu plus dans le détail, quels sont les touchpoints ? C'est une question qui va être récurrente pour vous trois. Comment vous captez l'info ? À quel moment vous avez commencé à répondre à ça ? Vos touchpoints et comment est-ce que vous tirez parti de ces informations pour enrichir l'expérience client, notamment dans votre cas qui est l'immédiateté ? Alors, on commence par capter de l'information avant même le téléchargement du compte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un client, un prospect entre en contact avec une publicité, par exemple sur Facebook ou sur Google, on va capter cette information-là, on va pouvoir la relier après à nos users en disant ce user-là, je l'ai acquis via telle publicité. Mais c'est très peu d'informations au départ. Parrainage éventuellement ? Parrainage, exactement. Et puis ensuite, donc à la création du compte, donc comme je disais tout à l'heure, on va capter un certain nombre d'informations, donc des informations basiques, email, téléphone, carte bancaire, etc. Et surtout, en fait, c'est plutôt dans l'usage que nous, on va pouvoir enrichir notre connaissance client. Donc ça va être sur les trajets spécifiques. Par exemple, on a des personas vraiment différents. Il y a des users qui nous utilisent uniquement pour aller à l'aéroport, par exemple. Ou des personnes type TF1 qui sont clients B2B chez nous, qui vont avoir vraiment un usage très pro, donc en semaine, le matin, ou pour aller en rendez-vous client dans la journée, versus des usages peut-être plus courants dans la population plus jeune, donc des sorties le samedi soir, le vendredi soir, etc. Et donc toutes ces datas-là, donc, nous, on va être capable de savoir quand est-ce que vous faites une quote, sans forcément commander derrière, quand est-ce que vous avez ne serait-ce couvert l'application. Et ça va nous permettre de détecter les usages en fait, parmi notre base client, de pouvoir segmenter au mieux,
Donc voilà, d'essayer de faire des personas en fonction de c'est un usage plutôt en semaine, plutôt en soirée, plutôt la nuit, etc. C'est-à-dire que si j'ouvre mon application et puis je ne commande rien sur le moment, vous détectez ça et vous vous dites il hésite, il n'est pas sûr, il faut essayer de l'attraper d'une manière ou d'une autre, il faut l'inciter à commander. Effectivement, on capte ça. Donc après, on va être aussi capable de savoir quelle page vous avez visité. Est-ce que vous avez été, je ne sais pas, voir si vous aviez du crédit ou si vos filleuls avaient converti pour que ça vous avait donné du crédit sur votre compte, ou si vous avez vraiment fait, vous aviez une réelle intention, c'est-à-dire vous avez fait une quote et que vous avez regardé le prix où l'ITA. Donc en fait, nous, on a vraiment 2 paramètres très importants, c'est la notion de prix et la notion de temps d'attente du chauffeur. Et potentiellement, on va pouvoir effectivement pousser une offre en CRM derrière en disant peut-être qu'effectivement, si vous commandez à Versailles à 4h du matin, vous allez avoir un temps d'attente un peu plus long que si vous commandez Paris 1er en pleine journée. Et du coup, là, l'idée, c'est d'être proactif en CRM et de dire, peut-être de leur pousser une offre en leur disant, attention, ne partez pas, nous, on vous offre, je ne sais pas, peut-être 20% sur cette course-là si vous attendez les 15 minutes. Voilà, il me semble bien avoir eu, j'espère que c'est vous, je ne me trompe pas, avoir eu une fois quelque chose comme ça apparaître au bout de quelques minutes. Si vous attendez encore quelques minutes, vous avez la patience, on vous fait un discount sur le système, sur la course. C'est bien vous. Hein. Oui, c'était chez nous. Okay. Très bien. Vous avez fait aussi des partenariats, je crois. Vous faites des partenariats avec d'autres marques. Pareil, par rapport à ça, un lien avec ces personas. Oui, alors on a fait plusieurs partenariats. Donc, par exemple, je peux en citer 2. Donc, on fait un partenariat, par exemple, avec Cheers. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application pour développer des photos. Donc, on remarque les trajets à l'aéroport à certaines heures, certaines périodes. Typiquement, là, c'est les vacances scolaires qui commencent ou le week-end de Pâques. On imagine qu'il y a moins de trajets à aéroport vraiment B2B, mais que c'est plus des trajets loisirs. Donc là, on va pousser une offre avec notre partenaire Cheese en leur disant vous avez des tirages offerts photos chez notre partenaire. Donc là, c'est vraiment dans la notion de reward du client. C'est pas du tout, ils n'ont rien à faire. C'est juste ils ont fait leur course à l'aéroport et puis ils ont un petit mail à la fin en leur disant merci d'avoir fait une course avec Captain. Et vous avez une offre chez Cheers. Ou aussi, on avait fait par exemple un autre partenariat avec Burger King. Donc Burger King, c'est une cible très particulière qui ne concerne pas forcément tous nos clients. Et là, l'idée, c'était de faire, je rentre de soirée, j'ai un peu trop bu, j'ai très faim, comme beaucoup de jeunes à qui ça arrive le samedi soir ou le vendredi soir. Et du coup, on avait détecté justement tous les users qui avaient fait une course entre 2h et 4h du matin, les jeudis, vendredis et samedi soir. Et après chaque course, on leur poussait, grâce à notre partenaire, vous avez un burger offert chez Burger King suite à votre course. Et un Doliprane d'offert si tu passes à la pharmacie. Alors, on n'a pas le droit d'offrir des Doliprane, mais on serait ravis. Christophe, sur les aspects touchpoint, sur les aspects captation de la data, on le disait tout à l'heure en introduction, vous avez une myriade de choses, vous avez des sites web, vous avez de la télévision, du replay, etc. Le plus évident auquel on pense à la télévision, c'est pas forcément celui sur lequel vous captez le plus d'infos. Comment est-ce que vous traitez tout ça aujourd'hui ? Comment vous connectez tous ces points ? Alors, on collecte toutes les données d'audience avec des outils d'analytics classiques. On collecte tous les parcours. On collecte aussi des informations socio-démo. Quand on va sur les espaces digitaux MyTF1, sur les apps et sur le web, on a besoin de créer un compte pour pouvoir accéder au contenu. C'est plus de 50% de l'usage aujourd'hui. Et donc, du coup, on a des informations basiques, socio-démo, qui ont beaucoup de valeur. On a 24 ou 25, bientôt 25 millions de comptes en base d'emails avec du socio-démo. Donc, ça a énormément de valeur. Ça a une valeur pour la connaissance client, ça a une valeur pour la data science. Sachant que tous les contenus nécessitent forcément de passer tous les contenus longs nécessitent une création de compte sur les assets digitaux. Aujourd'hui, il y a des extraits qui sont encore accessibles sans authentification parce qu'ils viennent beaucoup effectivement des réseaux sociaux. Mais j'imagine que le but du jeu, c'est d'un petit extrait gratuit, arriver à faire en sorte que les gens aient envie de voir un extrait plus long, un The Voice court, un The Voice long. C'est pas le même usage, et puis c'est pas les mêmes modes de monétisation de la publicité. C'est-à-dire que à partir du moment où on a les données socio-démo, on va pouvoir monétiser beaucoup mieux la publicité, puis surtout on va pouvoir adapter la publicité au profil du client. Donc c'est à l'avantage de l'annonceur et du spectateur. Et puis ça évitera la répétition de pubs qui n'ont aucun intérêt pour lui. Et puis, donc on capte toutes ces informations-là. Ce qu'on va capter aussi, c'est le détail de toutes les publicités vues par chaque spectateur.
Donc ça, c'est une masse de données très très importante, mais ça permet d'optimiser aussi l'expérience, de réduire la pression, ou de mieux la gérer en tout cas, et puis aussi de gérer ce qu'on appelle le capping. Donc tout ça, ça vient de l'ad server. Donc on a des données de navigation, des données de DMP qui vont nous permettre de créer des segments, et puis on a les données des ad serveurs aussi sur la partie publicitaire et pression publicitaire. Les données, elles sont captées assez facilement sur les assets web et app. Sur les parties portail opérateur, il n'y a pas de création de compte quand on regarde un replay. Donc on n'a pas les mêmes informations, on est moins à même on capte quand même beaucoup d'informations, mais plutôt sur de la consommation et pas du tout sur des aspects qui seraient socio-démo. Donc on peut moins adapter les choses, et là c'est plutôt des deals qui vont rentrer en compte avec les opérateurs. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on peut capter. Et puis on a chez TF1, en fait TF1 c'est aussi le groupe Unify, donc c'est au féminin, c'est Doctissimo, c'est beaucoup de très gros sites qui sont plus ou moins interconnectés aussi. Donc on a beaucoup d'enrichissement et de captation d'informations cross-site via les DMP en particulier, qui nous permettent aussi de réoptimiser un peu l'expérience client. Justement, on va en parler un peu après, mais vous avez, on va dire, un système plus ou moins unifié aujourd'hui. Est-ce que vous allez vers ça? Parce que c'est assez récent, l'arrivée dans le groupe TF1 de la partie Unify. Il y a un point commun quand même entre tous ces assets-là, TF1 et puis tous les nouveaux assets digitaux de Unify, c'est l'aspect de monétisation et de publicité. C'est un peu le fil conducteur. Donc effectivement, très vite, on a eu le besoin d'unifier les univers, au moins sur les parties DMP, pour pouvoir être capable de développer, de déclencher des synergies d'activation et de monétisation sur les informations cross-site. Donc effectivement, c'est important. En revanche, on n'a pas encore de SSO entre ces différents sites. En gros, j'arrive avec mon single sign-on de MyTF1 sur au féminin, ce serait faisable un jour? Ouais, alors d'abord, c'est prévu parce qu'en fait, cette valeur-là, socio-démo, c'est très très important, et on ne l'a pas du tout sur ces autres sites digitaux. Après, c'est des usages qui sont quand même un peu différents, sur lesquels on sait que si on demande un compte pour aller voir un contenu sur au féminin, ou sur les numériques, on va quand même un peu trop transformer le modèle. Et je ne pense pas qu'on soit tout de suite prêt à ça. Donc il n'y a pas encore de SSO. C'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Après, il y a des aspects de RGPD qui sont assez complexes à régler, mais on s'y attelle en ce moment, effectivement. Il y a par contre des SSO entre MyTF1 et MyTF1 VOD, qui sont deux sites qui n'ont rien à voir. Il y a un SSO qui est disponible, par exemple. Donc là, on a quand même un SSO en place sur certains pans du digital sur lequel ça fait sens pour l'instant. Et dernier point, LCI, qui a un traitement un tout petit peu différent. Alors LCI, c'est un traitement différent parce qu'effectivement, pareil, pas le même usage, pas du tout la même concurrence. Là, pour le coup, on est sur un univers qui est ultra concurrentiel. Donc effectivement, pas de wall d'authentification, pas de création de compte. Donc on capte beaucoup d'informations, on essaye de faire des ponts avec TF1 et MyTF1, quand on est capable d'enrichir un peu, on le fait, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas non plus de SSO. Tant qu'on peut, c'est le cas de tous les grands sites médias, tant qu'on peut s'affranchir des problématiques de création de comptes, et tant qu'on n'a pas le e-privacy, qui arrivera peut-être jamais d'ailleurs, enclenché, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de créer un compte, et on essaye de rester sur une vue cookie enrichie grâce aux données de TF1 par ailleurs. Très bien, merci Christophe. Jean Arnaud, à l'Olympique de Lyonnais, pareil, cette notion de touchpoint, de captation de la donnée, de l'enrichissement, sachant qu'on le disait, il ne faut pas s'arrêter, donc il y a le stade, il ne faut pas s'arrêter uniquement au soir de match, il y a énormément de choses qui se font autour, et même en dehors. Comment est-ce que vous connectez tous ces points, sachant qu'en plus vous avez des médias? Ouais, donc on a mis en place un SSO entre tous nos sites web, donc un seul login mot de passe pour toutes les interfaces, le site média, le site de vidéo à la demande, le site de produits dérivés, le site de billetterie évidemment. Donc ça, c'est un boulot qu'on a fait assez tôt, donc ça nous a permis de collecter beaucoup de données depuis déjà 4-5 ans et d'unifier tous les parcours clients et les achats. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que si le client se présente en boutique et qu'il a pas de SSO en boutique et qu'il a une carte de feed ou qu'il nous donne son email, on va rattacher sa transaction aussi à son profil avec son ID client unique.
s'il passe dans le Wi-Fi du stade et qu'il nous le donne son email en entrée du Wi-Fi, on va aussi rattacher le fait qu'il était présent à cet instant-là dans le stade et on va le rattacher à son profil. S'il se connecte dans l'application mobile également. Donc voilà, on a vraiment réussi à faire ce maillage en fait de connaissances clients digitales pour le coup. On a rajouté une carte de feed et une carte de paiement pour rajouter un petit peu de maillage physique dans le stade. Et voilà. Et donc en fait, sachant que dans le stade, on peut commander à sa place pour du catering. Voilà, on peut etc. commander dans l'application mobile pour se faire livrer son repas. On peut voir les ralentis des vidéos en ralenti des mutes ou des actions. Donc en fait, on crée aussi de l'usage dans les applications, dans le digital, pour attirer les gens aussi à nous et qui nous s'identifient dans un but aussi de connaissance client maximum. Alors la particularité, c'est que chez nous, on vend souvent un billet de match pour 3 personnes en moyenne, entre 2 et 3 personnes. En fait, on a un acheteur qui va se déclarer et en fait, le deuxième et la troisième personne qui viennent au match, on a un petit peu plus de mal à récupérer la data. Un problème d'attribution. Non, mais c'est surtout qu'on ne demande pas spécifiquement qui est votre deuxième et qui est votre troisième accompagnant. Donc un problème d'attribution de qui sont ces personnes. Qui est la deuxième et qui est la troisième. C'est potentiellement des gens qu'on connaît ou des nouveaux clients qui seraient peut-être intéressés pour recevoir des offres. Alors comment vous faites pour justement essayer de récupérer ça? Donc là, c'est une nouvelle chose qu'on vient de livrer en billetterie, c'est qu'on va inciter l'acheteur à nous dire qui sont le deuxième et le troisième via un email par exemple, parce qu'on va lui dire que cette personne va recevoir les informations d'avant-match, va pouvoir avoir ses billets dans l'application mobile, pourra profiter de certains avantages d'avant-match, d'avoir du contenu, etc., etc. Donc en fait, on essaie de créer du contenu, on essaie de créer de l'usage pour inciter les gens à donner des emails, en fait quelque part de parrainer les acheteurs ou les futures personnes qui vont venir. Et on a beaucoup de cadeaux aussi par exemple. J'achète un billet, je l'offre à quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je crois que cette personne va venir au stade, mais c'est pas elle qui va venir. Donc demain, c'est l'application mobile, le Wi-Fi, les touchpoints de carte de fidélité pour ramener, c'est vraiment le vrai porteur du billet. Et puis ce que je comprends aussi, il y a une question d'abonnement. Plus si la personne s'abonne, plus vous la connaissez dans le temps, et vous pouvez, j'imagine, lui proposer des choses ciblées, spécifiques. Bien sûr, après, voilà, on fait toute la segmentation, abonnés, acheteurs récurrents, acheteurs occasionnels, touristes. On arrive à identifier des personnes en fonction de leur comportement d'achat, et on segmente ça. On fait des offres en emailing évidemment sur le site web, on commence à faire de la perso. Par contre, l'abonné aussi, un des sujets, c'est qu'un abonné ne vient pas à tous les matchs. Il achète son abonnement pour toute l'année, mais il ne va pas forcément venir à tous les matchs. Nous, on veut que le stade soit le plus rempli possible pour faire de l'incrémental sur le billet également, en achat, catering dans le stade, etc., en merchandising. Donc en fait, on incite aussi l'abonné aujourd'hui à déclarer à qui il va donner son abonnement, ou en tout cas l'inciter à potentiellement prêter son abonnement pour un match. C'est ce que fait très bien le PSG par exemple depuis quelques années. Ils sont très très forts là-dessus. C'est d'inciter les gens à prêter et ou monétiser aussi leur abonnement, c'est-à-dire de pouvoir revendre leur place, donc avec des prix travaillés aussi pour éviter le marché noir. Donc voilà, c'est aussi sur ces problématiques-là qu'on travaille pour améliorer la connaissance client autour d'un billet. Ça peut être aussi le billet d'un abonné. Jean-Sébastien, je voyais faire des mouvements de tête en disant « Ah ouais, quand même, c'est pas mal ». Ce qu'on vient de se raconter, jusqu'où justement peut-on aller, sachant que Christophe, par exemple, a cité un terme, RGPD. Jusqu'où peut-on aller justement sur ces questions de connaissance client, de gestion de base, tout en gérant effectivement les contraintes, notamment légales? Jusque là, en fait. Jusqu'à ce que le RGPD, effectivement, mette ses limites, ou que finalement, on arrive dans l'illégalité. Et donc là, le jusqu'où je peux aller dans la connaissance client, finalement, il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est les problématiques technologiques ou l'organisation des moyens qu'on va mettre en place pour collecter cette donnée. On voit différentes façons de faire. L'OL, oui, effectivement, je faisais bien. Il y a une belle organisation. Moi, je suis moi-même membre d'un club de rugby. Enfin, voilà, je suis assez fidèle de mon club et que je ne nommerai pas, qui est à Bordeaux. Et je trouve que leur organisation n'est pas au niveau de celle que vous avez menée, peut-être pour des questions de moyens, mais aussi pour des questions d'organisation même des objectifs, des enjeux pour ce club autour de la donnée de tes abonnés. Et je pense que ça leur ferait beaucoup de bien de discuter avec vous par ailleurs. Donc c'est la limite, c'est ça. C'est la limite. Évidemment, il y a bien une limite de moyens, mais il n'y a pas que des questions de moyens dans ce qu'on organise. Il y a des choses, je pense, que vous avez mis en place qui sont assez simples dans leur déploiement, mais qui avant tout devaient nécessiter une réflexion, tout simplement. Si j'offre, j'imaginais en même temps, si j'offre effectivement un goodies à la personne à qui je confie l'abonnement, enfin la personne qui se voit confier un abonnement, vous lui confiez un goodies, si jamais elle se
déclare, tout simplement, on est vraiment dans des choses qui sont assez simples. Hein. Et je trouve un partenaire pour filer le goodies. J'ai rempli mon objectif. La personne a renseigné ses informations. Elle est opt-in et je peux communiquer par la suite avec elle. Donc c'est pas des choses qui sont transcendantes en termes de cost, mais qui doivent être pensées et mis en musique au niveau projet. Donc la limite, elle est un peu celle-là. Au-delà de cette limite effectivement très contraignante, j'avoue, au niveau RGPD, puisque TF1, on parle beaucoup de données qui est anonymisée. Donc là, on peut encore faire beaucoup de choses. Quand on veut matcher cette donnée anonymisée, la donnée anonymisée que j'ai collectée sur le site au féminin, que je veux la rapprocher de la donnée nominative de TF1, là se pose un très gros problème quand même de légalité, évidemment. Très clairement. Alors justement, tu vois, on va repasser la parole à Christophe, parce qu'on parlait de ces éléments on va dire, d'anonymisation, de données, etc. C'est quoi vos KPI de mesure? C'est quoi vos différents éléments de mesure? Au global, sur l'expérience client, la connaissance client, vos mesures, qu'est-ce qui vous permet de dire, au-delà du fait du chiffre d'affaires, j'imagine? Alors, en fait, c'est pas celui-là, en plus, c'est pas le chiffre d'affaires, le KPI principal sur l'expérience client. C'est un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, c'est le NPS des sites, et du site MyTF1 en particulier, qu'on mesure globalement tous les jours. Et puis, nous, on a un KPI qui est un peu particulier, qui est le nombre de vidéos vues par visite ou par visiteur. C'est-à-dire, est-ce que quand la personne vient sur le site, finalement, elle trouve ce qu'elle cherche? Est-ce qu'elle va regarder? Et puis le temps moyen aussi passé, ce qu'on appelle la durée d'écoute. Niveau d'engagement, historiquement, non, c'est pas qu'un engagement, c'est le fait que la pression publicitaire soit raisonnable, et puis que finalement il regarde le plus longtemps possible son contenu, indépendamment finalement de la pression publicitaire qu'on a pu lui mettre. Donc ça, c'est les 3 KPI principaux, et puis après on a les KPI classiques de visite ou de revisite du site. Après, sur la partie CRM pure, nous on a quand même une particularité, c'est que on a finalement des gens qui vont consommer à la fois sur le digital, qui vont consommer à la fois au niveau du replay sur les box opérateurs, et puis qui vont consommer aussi sur le flux linéaire. Quand je fais un push pour la prochaine émission de Koh-Lanta, je sais très bien que je ne peux pas uniquement mesurer mon taux de clic ou même mon taux de revisite sur le site MyTF1, parce qu'il y a une grande partie de mon audience qui ira regarder le contenu sur la télé, sur le flux linéaire classique, et sur lequel je n'aurai pas de moyens de retour. On parlait des moyens de retour. Là, je n'ai pas de relation one-to-one avec mon client. Donc, c'est quand même assez limité sur cette partie-là. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Ce serait bien de digitaliser la télé, quoi. On y pense, je crois. Alors, même question pour Amandine, enfin, c'est très classique, sur les aspects KPI. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, vous parliez du temps passé sur les sites. Nous, justement, on va aussi beaucoup regarder ce temps-là, mais à l'inverse. C'est-à-dire que nous, moins de temps passé. Le temps passé à commander, donc du coup, on veut qu'ils aillent le plus rapidement possible pour justement maximiser l'expérience client. Donc ça, c'est un premier KPI. Ce qu'on regarde aussi beaucoup en expérience client, évidemment, le NPS. On fait aussi, on est assez connu pour notre tonalité. Et on engage beaucoup avec nos clients. Du coup, on regarde beaucoup le taux d'engagement, le taux de retour, par exemple, avec nos emails. Au moment du rebranding, justement, on a fait tout un teasing pour essayer de faire adopter à nos clients notre nouvelle marque. Et les taux d'engagement étaient très forts. Par exemple, le dernier teasing, c'était comment faire découvrir la première lettre de notre nouveau nom. On a eu des taux d'engagement très, très forts. Donc, il fallait cliquer, répondre à des petits jeux par mail. Donc ça, on surveille ça. Ça s'accompagne aussi souvent de beaucoup de calls du service client qui fait un suivi de nos clients très particuliers, nos clients privilégiés. Après, on va suivre des KPI classiques CRM, taux d'ouverture, taux de conversion, taux de réactivité. On a un programme de fidélité, donc on suit aussi la répartition de notre base, forcément l'activité de nos Platinum, de nos Gold, de nos Silver. Donc on a tout un tas de KPI à suivre. Et plus en amont de cette chaîne-là, on va vraiment suivre ce qu'on appelle la LTV, donc la Lifetime Value du Customer. On va être prêt, on a vraiment bâti notre modèle d'acquisition sur un modèle à longue durée. Donc on est prêt à payer plus cher un prospect si on sait qu'à terme, il va nous rapporter plus d'argent. C'est d'ailleurs là-dessus qu'est basé notre programme de parrainage. On avait fait une analyse avant de changer de programme de parrainage. Les programmes de parrainage, généralement, c'est vous offrez 10 € ou 5 € et puis votre filleule gagne 5 ou 10 € également.
Nous, on a différencié le problème de parrainage en fonction du statut de fidélité de votre parrain. Donc, si vous êtes un user novice, qu'on appelle RAID chez nous, vous gagnez 5 € et votre filleule aussi. En revanche, le Platinum, il vous offre 4 fois 5 €, donc 5 € sur vos 4 premières courses. Ce qui nous fait un coût d'acquisition beaucoup plus cher, donc 40 € si le filleul utilise tous ces coupons, versus 10 € pour un filleul RAID. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tout simplement, les users parrainés par des Platinum deviennent des bien meilleurs users à terme que les users parrainés par des RAID. Donc c'est toute cette notion vraiment dans la durée, de mesure dans la durée qui est hyper importante chez nous. J'attire des personnes qui me ressemblent et c'est profitable à long terme. Exactement. Dernier élément, lorsqu'on fait une course, à la fin, on met une note. Et puis on met éventuellement une appréciation. Est-ce que ce sont des éléments qui rentrent en compte dans votre analyse CRM, expérience client ? Oui, alors ça rentre à la fois dans l'analyse marketing et aussi dans l'analyse QoS, donc qualité de service chez nous. C'est très important pour maintenir la qualité de service au plus haut niveau et donc l'expérience client en contrepartie. Donc, on a effectivement un suivi, on suit toutes les notes des chauffeurs, on suit aussi les notes par client. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder si justement un client a l'habitude de noter tous ses chauffeurs 5 étoiles et puis un jour il a une étoile, il note un chauffeur 1 étoile. C'est très important pour nous de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la course parce que nous, on n'est pas maître, le chauffeur n'est pas employé chez nous, donc il fait ce qu'il veut. On n'a absolument aucun droit de regard finalement sur ce qui se passe dans la voiture. Et donc, il y a tout un système justement de CRM qui est mis en place. On envoie un email automatiquement parce que si vous laissez, par exemple, 1 étoile mais sans commentaire, en fait, nous, derrière, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Et c'est très important de comprendre ce qui s'est vraiment passé entre le client et le chauffeur. Et les clients vont être incités donc, par mail à mettre une note. S'ils ne le font pas, ils seront appelés aussi par le service client. Et inversement, de l'autre côté, simultanément, le chauffeur va être aussi appelé par notre qualité de service parce que c'est très important justement de monitorer cet équilibre. Jean-Arnaud, vos KPI aussi, vos éléments. J'en profite pour dire que dans une dizaine de minutes, on prendra vos questions, commencez à faire chauffer vos neurones. Jean-Arnaud, donc sur les questions KPI aussi, qu'est-ce que vous mesurez, qu'est-ce qui est important pour vous ? Alors CRM du classique, taille de la base qui grossit, nombre d'opt-in et du coup taux d'ouverture en relation, parce qu'on sait que plus on acquiert des opt-in pas très bien qualifiés, plus le taux d'ouverture aussi de délivrabilité peut baisser. Donc on essaye nous aussi, vu qu'on a une base qui croît fortement, de maintenir des KPI en CRM derrière emailing propre. Et après, d'un point de vue expérience client, effectivement, c'est tout nouveau chez nous maintenant depuis à peu près 1 an. On mesure toutes les expériences clients dans le stade avec du NPS et aussi un score de satisfaction. Et on note aussi 6 items, notamment sur le match par exemple. On va demander systématiquement à tous les visiteurs ce qu'ils ont pensé avec une note de 1 à 10 sur l'ambiance, la sécurité, l'accessibilité, la restauration, la propreté et j'oublie le 6e. Et du coup, ça aussi, c'est un peu une révolution dans la culture d'entreprise. On est une PME qui a fortement grossi et pas, comme on disait, sur la gouvernance et sur la partie data-driven, pas forcément aussi une direction générale ou un codir qui n'avait pas l'habitude de mesurer ce genre de choses. Et au final, par aussi la data et par cette consolidation des retours clients au niveau du CRM avec un customer-centric très fort, de la mise à disposition de ces données au codir, ça favorise aussi et ça permet de montrer qu'effectivement on est capable de collecter de la donnée qui a une vraie valeur business pour améliorer l'expérience des clients. Et la sécurité, ça va partir au stadium manager, la propreté, ça va partir aux équipes services, la restauration à Sodexo qui s'occupe des concessions. Donc en fait, on est capable aussi de diffuser beaucoup de feedback et d'améliorer en fait notre expérience. Ce que disait il y a quelques instants tout à l'heure en introduction Jean-Sébastien sur les aspects, d'abord faire en sorte qu'au plus haut niveau de l'entreprise, il y ait un sponsoring et qu'ils comprennent aussi le pilotage. Il faut leur pousser des dashboards en fait. Donc il faut leur pousser des dashboards, mais j'imagine des dashboards simples, vous n'allez pas leur sortir le tableau Excel. Et puis l'autre élément aussi qui est l'engagement des salariés, des équipes, notamment leur donnant des éléments de pilotage pour comprendre leur activité. Ça sont des éléments dont on parlera cet après-midi, pas cet après-midi, en fin de matinée dans la deuxième table ronde. Puisque vous avez le micro, gardez-le. Jean-Arnaud, on va parler 2 secondes un peu de justement ce que vous avez mis en œuvre. On va parler de plomberie, autrement dit outils. On va parler outils. Là, on a beaucoup parlé usage, compréhension de tout ça. Ma question à mes trois invités, puis Jean-Sébastien fera un focus particulier après. Les aspects plomberie, donc quel outil vous avez choisi ? Est-ce que vous avez déjà une legacy ? Comment vous construisez ça ? Comment vous êtes structuré derrière ? Vous avez quoi ? Une DMP, une CMP, une CRM, plein de chiffres avec plein de noms avec des acronymes bizarres ?
Alors, historiquement, nous, on a ce qu'on va appeler une espèce de data mart centralisé où on collecte toutes les données que je vous ai dit tout à l'heure via du SSO, via du Wi-Fi, via du transactionnel. Donc tout ça Pareil remontait. que Data Lakes. Ouais, alors, ok. un peu plus structuré qu'un data lake, on va dire, mais en tout cas, voilà, une bonne vieille base de données bien propre où on agrège toutes les transactions et tous les clients. Et ça, c'est un truc qui a été fait très tôt à l'OL. Donc ça a été top pour moi quand on a vraiment commencé à travailler le CRM au sens marketing, segmentation et expérience client parce que la donnée brute était déjà là. Par contre, ce qu'on n'avait pas, c'était une interface utilisateur sympa pour travailler la donnée, pour qu'elle soit accessible par les collaborateurs, pour qu'il y ait des dashboards qui sortent pour la direction. Et ça, pour faire ça, on est venu rajouter un Salesforce, donc CRM et marketing, sur notre data mart historique. Et ce data mart historique continue à être notre référentiel, donc notre RCU d'un point de vue client. C'est là où on fait nos purges RGPD. C'est là où on est ultra compliant sur les consentements et sur le stockage. Toute notre legacy, elle est vraiment là-dedans. Par contre, derrière, on prend un outil du marché qui fait bien le travail, qui est bien connecté pour le service client, les commerciaux, le marketing, le digital, la finance, la qualité. Et tout le monde travaille en fait aujourd'hui dans Salesforce. On est passé de 0 personnes il y a 3 ans qui utilisaient un CRM à pratiquement 150, soit un tiers pratiquement de l'effectif qui aujourd'hui travaille tous les jours avec une énorme adoption. Donc ça a été le gros challenge. Et après, on fait graviter beaucoup de solutions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une solution de push application mobile, une solution pour faire les collectes de satisfaction client. On a une solution de data viz aussi. On a du Power BI pour rajouter une couche un petit peu plus codir avec toutes les données agrégées. Historiquement, on est pas mal Microsoft aussi, donc il faut quand même qu'on en mette un petit peu. On a du Azure sur tout ce qui est hébergement des sites web, etc. Voilà, mais principalement un stack Salesforce sur la partie CRM. Christophe, pour une société comme TF1 qui est installée, établie depuis beaucoup de temps, quels outils, pareil, vous avez choisi de développer, d'installer? Est-ce qu'il y a eu nécessité de reprendre un existant? Comment vous avez géré ça? Alors, moi, je suis chez TF1 depuis pas très longtemps, donc on a évidemment, quand quelqu'un arrive, il change tout. C'est normal, oui. Il faut bien s'occuper. Non, alors, moi, j'avais aussi la chance que les choses soient assez structurées. La colonne vertébrale, c'est effectivement un data lake. On peut franchement parler de data lake chez TF1 parce qu'on a des données qui sont massives et peu structurées au départ. On est Azure aussi, ça pareil, c'est du legacy. Moi, je n'ai pas de religion sur le cloud, mais il se trouve que chez TF1, c'était Azure sur une partie en plus du groupe seulement. Donc on utilise pas mal Azure pour le data lake. Sur les outils, on a une base d'authentification qui s'appelait Gigia, qui maintenant s'appelle SDC parce que ça a été racheté par SAP. Mais c'est toujours la même? Ah oui, c'est la même, mais c'est donc il a changé. Il n'y a pas que le nom qui a changé, puisque maintenant c'est SAP. Oui, c'est SAP, donc c'est pas pareil. Voilà. Donc ça c'est la base d'authentification opérationnelle. Le tout se déverse aussi dans le data lake et dans des marts sur lesquels sont plugués en particulier les outils de mailing et de push. Alors nous, on vient de changer l'outil de mailing, on utilise Selligent depuis 2 jours, je crois, 3 jours. C'est tout nouveau. C'est depuis 3 jours. Officiellement. Et puis on utilise Solo Analytics pour la partie push. Sur la partie DMP, pour le coup, ça c'était en place avant que j'arrive. Depuis 1 an et demi, on utilise une DMP qui est celle d'Adobe. On n'utilise que la DMP d'Adobe et pas toute la plateforme. Donc tout ça s'interconnecte. Est-ce que j'ai oublié? Après, on a Azure et après on a toutes les équipes de data science qui utilisent toutes les techs d'Azure. En particulier Databricks sur la partie computing data, parce qu'on fait beaucoup de data science sur la partie reco et perso dont on n'a pas du tout parlé. Et ça pour le coup, c'est du spécifique. Allons-y, soyons fous, parlons-en. Alors oui, là tout ça c'est de la tuyauterie assez classique. La DMP elle est interconnectée à nos ad serveurs, ça nous sert surtout à créer les segments qui vont être activés finalement à la fois dans les outils de CRM, donc ça redescend dans les marts et ça remonte dans les ad serveurs pour pouvoir être monétisé. Par contre, sur toute la partie UX et personnalisation, là, on descend les données, on les restructure, on les travaille avec des algos de data science et de machine learning pour pouvoir recréer soit des personas, un peu à la manière de Captain, sur le nouveau MyTF1 qui sort d'ici quelques semaines. Tout le monde n'aura pas la même home, en fait, et on va détecter et calculer automatiquement à quelle typologie de persona. On a 6-7 personas types
des gens qui préféreront l'actualité, des gens qui seront plutôt séries françaises, des gens qui seront plutôt sport. Et donc on ne va pas du tout leur présenter les mêmes contenus, ni même la même home. Et ça, c'est fait par les équipes de data, du Data Lab et de la Data Science. Et c'est purement spécifique et c'est fait sur Azure. Aujourd'hui, donc voilà. Ça va dans le sens de l'histoire des portails vidéo, audio, enfin plutôt audiovisuel, avec de la personnalisation et de la recommandation. Complètement. Voilà. Netflix, si tu nous entends. Pas que Netflix. Non, il y a pas que Netflix. Il y a plein d'autres portails. Il y a Canal, il y a Amazon Prime qui fait un peu ça. Voilà. C'est assez intéressant à voir que dans quelques semaines, on n'aura peut-être pas forcément la même home de MyTF1. Ah bah c'est certain qu'il n'y aura pas la même home pour tout le monde d'ici quelques semaines. Amandine, aussi vous qui êtes un pure player, une société relativement jeune, est-ce qu'aujourd'hui vous avez, voilà, en termes de machinerie derrière, ça fonctionne bien? Qu'est-ce que vous avez choisi? Comment ça fonctionne? Alors moi, c'est l'inverse. Quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi chez Chauffeur Privé à l'époque, c'était pas du tout sain, la base de données, et on pouvait pas du tout s'appuyer sur des data fiables. C'était encore une toute petite start-up. Hein. On a multiplié, on était 50, une cinquantaine à l'époque, on est 220 aujourd'hui, donc ça a vraiment beaucoup grandi. Il n'y avait pas d'équipe data, on était 4 ou 5 au marketing. Donc on faisait des requêtes SQL de notre côté, enfin, on bidouillait, c'était vraiment un peu l'enfer, pour tout vous avouer. Du coup, en fait, on a structuré déjà en interne, on a recruté une équipe data. Aujourd'hui, ils sont une petite quinzaine où vraiment tout est fait en interne. La structure de la base de données, le machine learning, toute la segmentation justement est reprise en interne. Et moi, quand je suis arrivée, c'était une de mes premières missions, c'était justement de choisir un outil CRM et de data visualisation pour que tout le monde ait les mêmes définitions, parce qu'on s'était rendu compte, par exemple, pour vous donner un exemple, donc la notion d'active riders, donc au marketing, c'était quelqu'un qui faisait une ride dans la semaine, et puis au B2B, c'était quelqu'un qui faisait une ride dans le mois. Forcément, ça donne pas tout à fait les mêmes chiffres au niveau du codir après. Donc l'idée, c'était d'uniformiser tout ça et surtout de donner la main au métier, c'est-à-dire qu'il soit indépendant, parce qu'aujourd'hui, quand vous recrutez quelqu'un en marketing, c'est rare qu'il sache faire du SQL et c'est pas leur but. On préfère qu'ils soient des experts sur leur métier plutôt qu'ils s'éparpillent un peu partout. Donc on a mis en place Tableau au départ, qui permettait, avec des accès différents en fonction de votre poste, mais globalement tout le monde a du coup les mêmes définitions et vous pouvez avoir vraiment accès à la data de façon très simple par toutes les équipes. Tableau, c'est connecté donc à notre base de données forcément. Ça va être aussi connecté à notre outil de CRM donc, qui a été mis en place il y a 2 ans et demi à peu près, qui est Emarsys. Donc on peut faire directement donc, la segmentation. On a donné la main du coup au marketing de pouvoir cibler tel user depuis Emarsys directement. Et Emarsys permet d'envoyer des emails, des push et des SMS. Donc les push, nous on fait appel à Batch, mais toute la segmentation est faite dans Emarsys, donc c'est vraiment relié. Il y a un connecteur entre Batch et Emarsys qu'on a développé. Et aujourd'hui, du coup, ça nous permet d'être complètement autonome par rapport au métier tech et de pouvoir faire en temps réel, d'être connecté à la base de données et d'avoir toutes nos segmentations directement dans l'outil Emarsys. Et à côté de ça, il y a aussi Zendesk qui est utilisé par le service client, qui est aussi connecté donc, à notre base de données et à notre outil de CRM, qui permet d'avoir l'historique, de ce qu'on parlait tout à l'heure, les expériences parfois malheureuses dans les chauffeurs. Nous, ça nous permet d'avoir tout cet historique-là et de ne pas adresser, par exemple, un client qui aurait eu une expérience malheureuse. Jean-Sébastien, est-ce que ce que vous venez d'entendre pour vous, de votre point de vue, est représentatif de ce que vous voyez chez vos clients et notamment, on le voit aussi, là, on a des entreprises qui sont assez intégrées, mais lorsqu'il y a X filiales, X sociétés, comment on gère tout ça ? On le gère. J'allais pas répondre exactement à la question comme ça, mais répondez-la comme vous. Allez-y. Donc je te remercie. Je vais d'abord donner une recommandation en fait sur la solution, parce que là on voit bien qu'il y a une hétérogénéité dans les dispositifs en fonction des objectifs, en fonction de ce qu'on va collecter, de la legacy, bon. Je crois qu'il faut garder 2 prios qui ont été cités ici. En fait, intrinsèquement, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture des dispositifs que vous allez sélectionner, ne pas rester ou ne pas s'enfermer dans une solution. C'est ma première. Donc ce qui nous permet aussi
entreprises, d'avoir des clients qui viennent à nous, des clients qui nous quittent, mais des clients qui reviennent. Donc ça, mais vraiment, c'est un point important. Hein. Si vous vous enfermez sur un dispositif bout en bout, vous allez vous retrouver... En fait, vous allez avoir une solution immédiate et vous allez avoir une problématique à moyen terme qui va être l'évolution ou la capacité d'évolution de l'entreprise que vous avez choisie. Si grosse soit l'entreprise ou l'entité, on parlait de Salesforce, hein, une formidable réussite et une formidable solution, il n'empêche que Salesforce ne sera pas bon partout. On peut penser qu'il va être bon, mais il va être moyennement bon partout. Et puis vous allez avoir des pure players qui vont rentrer dans la partie et qui vont être meilleurs qu'eux. Ce qu'il va falloir voir, c'est effectivement la capacité, et c'est le cas chez Salesforce, d'ouverture de cette solution qui va vous permettre d'aller mettre des pas d'intégration avec des tiers qui seront plus réactifs qu'eux sur d'autres. On parlait tout à l'heure de push. Effectivement, le push, Batch a effectivement une belle solution. Bien, c'est donner la possibilité d'avoir cet interco avec Batch. Parce que Batch a la meilleure des solutions, ou une très bonne solution en termes de monitoring, des campagnes, voilà, etc. Donc c'est l'ouverture. Et puis la deuxième chose, c'est l'autonomie des équipes. Vous avez cité ça, Amandine. Évidemment, l'autonomie des équipes, elle est première. On n'est pas tous égaux là aussi sur ce sujet-là. Vous partiez de loin il y a 2 ans et demi. Il y en a qui partent de loin aujourd'hui en fait, et qui ont encore énormément de mal à aller rechercher une information dans les bases, n'ont pas l'autonomie pour le faire, sont obligés de demander à un service informatique de le faire pour eux, parce qu'effectivement, un service marketing, il n'est pas forcément pro en requête SQL, et d'aller demander au service d'à côté, dont c'est pas la priorité, d'aller chercher une information. Donc ça, c'est un objectif. L'objectif, c'est le silotage aussi, ce qu'on voyait tout à l'heure. Et le silotage, bien évidemment, qui n'arrange rien. De où est la donnée ? Parce qu'on pourrait avoir une donnée, effectivement, elle peut être très bien organisée au niveau d'une DSI, et puis par ailleurs, pour autant tout à fait éclatée, et pour autant avoir un vrai problème à aller requêter cette donnée, parce que la DSI est le seul, finalement, j'ai rien contre les DSI, hein, on travaille énormément avec ces entités au sein des entreprises, elles sont nécessaires pour nous, mais elles sont organisées d'une façon qui nécessite finalement j'interroge ma DSI pour avoir une information, ce qui est pas souhaitable quand on veut, et comme je l'introduisais tout à l'heure, quand on veut parler de temps réel, ça marche pas. Donc une vision globale, une interconnexion. Oui. Je m'en profite, après je vais oublier. En fait, nous, on a tout mis dans un seul... donc c'est génial, la donnée elle est accessible par tout le monde, maintenant elle est propulsée dans Salesforce, tout le monde a accès à tout, et en fait justement maintenant on se dit que tout le monde a accès à trop de choses. En fait, on est en train de se dire qu'il faudrait peut-être qu'on mette une gouvernance un peu plus propre sur l'accès aux données, en fonction des rôles, en fonction des teams. Donc chacun soit focalisé sur ce dont il a besoin. D'un point de vue GDPR aussi, par Bien rapport sûr. à l'accès à la donnée, mais aussi même parce que tout n'est pas intéressant pour tout le monde au final. Donc c'est bien de pouvoir cruncher la donnée, d'avoir accès à tous les tableaux. Alors on arrive à donner des tableaux de bord qu'aux personnes intéressées par le tableau de bord, mais potentiellement unitairement, si je vais dans une fiche client, je vois tout. Toutes les transactions, toute la satisfaction client. Donc... Non, après, il n'y a que les personnes qui ont une licence Salesforce qui peuvent y accéder, mais voilà, on est en train de se Aujourd'hui, avec dire... une vision globale, il n'y a pas de filtre en fonction de l'usage. Alors, il y a des données admin Oui. et pas admin, mais c'est vrai qu'après, si je suis conseiller service client, je vois toutes les données de la fiche client parce que j'y ai le droit en tant que conseiller service client. Mais il faut qu'on se pose la question de quelles sont les données aujourd'hui et peut-être de rajouter des filtres, des droits aussi au niveau de ces données. Bon, ce que j'entends aussi, c'est donc focaliser sur les usages, sur les données pour faire en sorte d'être efficace, interconnecter les outils et réfléchir. Et ce que je note aussi, c'est qu'en fonction de la maturité de votre entreprise, vous pouvez quand même arriver à construire des solutions qui fonctionnent. Je veux dire que ce solutions des sociétés qui soient là depuis très longtemps ou des sociétés qui peuvent être là depuis pas très longtemps, mais qui forcément n'avaient pas organisé forcément la donnée. Il nous reste quelques minutes avant de faire la pause et allez, ça va être à vous, je vous l'avais dit, hein, c'est à vous de prendre la parole si vous le désirez, bien sûr. Et si vous avez des questions ou des réactions, c'est toujours difficile la première fois, allez-y, jetez-vous à l'eau. Est-ce que tout ce que mes invités ont pu dire provoque chez vous une réaction, une réflexion ou tout simplement une question ? Allons-y, là-haut. Alors attendez, on va faire un truc, c'est que je vais me déplacer et je vais vous tendre mon micro. Si vous avez juste la gentillesse de vous présenter, comme ça permettra de savoir ce que vous faites. Bonjour, je fais partie de Antalis, je fais partie de certains projets sur le change. Est-ce qu'on peut revenir sur la partie NSP, l'indicateur NSP ? NPS, pardon. Le Net Promoter Score. Qu'est-ce que c'est que le NPS Je peux répondre. Alors le NPS, c'est le Net Promoter Score. Donc en gros, c'est une question très simple parce que c'est la même. Vous n'avez pas le droit de la changer normalement, justement pour respecter la valeur du NPS. Donc c'est, si je me souviens bien, c'est sur une échelle de 1 à 10, comment recommanderiez-vous votre expérience ?
à quelques mots près. Est-ce que vous recommanderiez à vos voilà. amis et proches l'expérience que vous avez eue, c'est de 0 à 10? C'est de 0 à 10 et en gros c'est calculé, on ne tient pas compte des notes entre 6 et 8 qui sont des notes neutres. Toutes les notes avant sont considérées comme négatives. Et à partir de 8, c'est vos promoteurs, en gros. C'est vraiment les gens qui sont ambassadeurs de votre marque. Et du coup, vous faites une division, c'est assez simple comme calcul. C'est la division des promoteurs par les détracteurs. Donc c'est un score qui peut être négatif. La référence sur ce sujet-là, c'est Amazon, qui a ou Netflix, c'est des NPS qui atteignent 60, 65, 70, ce qui est du Graal. Et puis ça peut être négatif aussi. Voilà. À l'inverse, les opérateurs téléphoniques, par exemple, sont souvent en négatif. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un minimum requis en termes de volume? Est-ce que vous pouvez faire ça sur 5 personnes qui viennent consulter votre site ou sur 5 000, 10 000 Après, c'est la représentativité de l'échantillon. Il n'y a pas de règle absolue. Mais c'est vrai qu'avoir un NPS sur 12 personnes, ça ne fait pas beaucoup sens. Alors moi, j'ai pas ce problème. De représentativité, effectivement, oui, sur 12 personnes. Allez-y Christophe, je vous ai coupé. Non, mais voilà. Mais le NPS, ça existe pour tout. Il existe même le INPS qui est est-ce que vous recommanderiez votre entreprise à des proches? Et c'est comme ça qu'on mesure la satisfaction de la marque employeur et des employés dans une entreprise. Donc finalement, c'est un indicateur qui est toujours le même. La manière de le fabriquer, ce qui a été malin, en fait, c'est de se dire que les neutres n'ont aucun intérêt. Voilà, c'est ça la puissance de ce petit score. Et il peut être appliqué à n'importe quoi, finalement, le NPS. Bon, à la maison, ça n'a pas de sens parce qu'on est 3 ou 4, mais sinon, ça marche bien dès qu'on est 100 ou 200. Ton repas ce soir, tu peux nous faire le NPS du dîner. Est-ce qu'il y a des questions, justement, encore, des réactions? Oui, tout au fond. Puis juste après, ici. Bonjour, je suis Ikram et je travaille chez Autobiz. Nous faisons de la reprise automobile et nous sommes une filiale de PSA. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question sur les outils et j'ai entendu parler de Data Lake et je connais aussi la CDP. Donc, est-ce qu'on peut nuancer entre les deux? Est-ce que le Data Lake, ça permet juste d'agréger de la donnée, de centraliser de la donnée sans qu'il y ait d'activation derrière, tandis que je sais que dans la CDP, ça permet de centraliser de la donnée et de faire des activations par des scénarios. Et qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il faut passer par un Data Lake ou... Donc voilà, je serais curieuse de savoir vos expériences. On est parti pour 4 heures de réponse. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais toujours pas, au bout de 10 ans, ce qu'est vraiment un data lake et quelle est la vraie différence entre un data lake et un data mart. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un data lake, c'est de la donnée qui n'est pas structurée. Donc ça, c'était vrai avant, mais plus on avance, plus on se rend compte que les data lakes sont finalement très structurés. La différence entre un data lake et un data mart, c'est que finalement, on va aller consolider massivement toutes les données de l'entreprise et de ses filiales à un seul et même endroit. On va appeler ça le data lake, où on va stocker l'information finalement sans essayer vraiment de la structurer. Et puis, on va construire souvent ce qu'on appelle des data marts. Alors, c'était très vrai avant, ça l'est moins maintenant. Où on va structurer la donnée par rapport à des verticaux ou par rapport à des activités particulières. Dans le cas de PSA, alors moi, j'ai aussi fait partie d'une filiale de PSA. Typiquement, on pourrait imaginer que sur la reprise, les données soient agrégées aussi avec les ventes dans un data lake. Par contre, puisque vous travaillez que sur la reprise, finalement, on va aller vous pousser des informations qui sont très liées à la reprise, qui seront très structurées, sur lesquelles on pourra aller mapper des outils très opérationnels, soit de CRM, soit de calcul de pricing vous concernant. Et là, pour le coup, ça va être uniquement sur une partie de ces données-là. Donc, moi, c'est la différence que je ferai entre un data lake et des data mart. En général, on a un data lake et N data mart. Vous voulez préciser éventuellement encore un point? Ouais, sur la question de base activable, effectivement, je pense que le data mart sera plutôt rattaché à un outil d'emailing, de push, ce sera de la donnée de prod qui va être activée en marketing, alors que le data lake, ça peut être une somme de données qui ne sera peut-être même pas utilisée avec des calculs, du machine learning. On va plutôt être dans du traitement de données, du stockage, que de l'exploitation vraiment forcément directe. Et un autre point, souvent le data lake, on essaye, parce qu'on n'a pas du tout parlé de GDPR, alors que c'est un très très gros sujet. On peut effectivement aborder le truc rapidement. Souvent, on essaye finalement de ne pas mettre de données personnelles dans un data lake, de le laisser le plus anonyme possible et de laisser au data mart ce risque d'exploitation spécifique. Voilà, d'exploitation au niveau de l'opérationnel.
Jean-Sébastien, vous vouliez un élément complémentaire? Je crois que j'avais une autre question par là. Non, j'allais juste te dire que effectivement sur la partie data lake, il est dit normalement que ce sont des informations qui sont la plupart du temps déstructurées, mais elles le sont de plus en plus structurées parce que devant les quantités de données qui sont à gérer, il y a obligatoirement une préorganisation de la donnée pour ensuite pouvoir être digérée par les métiers ou par les data marts. C'est pour ça que je précisais le point sur l'aspect stockage et l'aspect opérationnalisation, activation, finalement, pour faire très, très schématique. Il y avait une autre question, je crois, par ici. Non, oui. Oui. Ah, pardon. Bonjour, Cédric Chailloux, je travaille chez Arval, je m'occupe de la gestion de la data également. Et ma question est, il y a de plus en plus de gouvernance de data dans différents services, notamment chez vous. Vous avez une direction de la data propre, si j'ai bien compris, chez Chauffeur Privé. Et également, au niveau du marketing, vous gérez énormément la data. Comment se gouverne en fait la gestion de la data entre les différents services? Qui a la main? Qui a la main et qui impulse? Alors, qui a la main en termes de définition et d'harmonisation, c'est clairement la data. Donc la data, ils sont maîtres s'il y a un problème de synchronisation, etc. C'est vraiment eux qui sont responsables. En revanche, c'est les métiers qui vont impulser de nouveaux outils. Si on a besoin de nouvelles façons d'adresser nos clients ou les chauffeurs partenaires de l'autre côté, ça va être impulsé par le métier. Et là, ça va vraiment être une collaboration. Par exemple, quand on a implémenté MR6, c'était vraiment le métier qui a fait son plan de tagage, qui a expliqué les champs qu'il fallait remonter. Et on en remonte d'ailleurs régulièrement au fur et à mesure des problèmes. Et là, c'est vraiment une collaboration entre le métier et la data où on va expliquer nos besoins, formuler nos besoins. Et après, la data va mettre en œuvre le lien entre la base de données et l'outil. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est la question que disait effectivement en introduction, le point que vous abordiez, Jean-Sébastien, sur l'aspect, ce que tu disais sur l'aspect pilotage, gouvernance de la data. Chez qui ça se trouve? On voit que la question, effectivement, elle se pose. La plupart du temps, chez vos clients, ça donne quoi? La gouvernance? Oui, est-ce qu'on voit chez les métiers, est-ce qu'il y a quelque chose qui se détache vraiment? C'est l'objectif, c'est d'avoir effectivement une centralisation, un service opérationnel technique qui a la maîtrise, qui est majoritairement agnostique en termes de technologie. Donc c'est finalement lui qui va être en charge de la partie data lake dont on parlait juste avant. Et ensuite, ce sont les métiers qui font le choix le plus opérationnel au plus près de leurs besoins métiers. Le marketing, il n'a pas de raison d'avoir une interaction avec les métiers. On a des gens d'Harmonie Mutuelle qui vont, une compagnie d'assurance de mutuelle comme Harmonie Mutuelle. Vous avez des gens qui sont au métier, vous avez des gens qui sont à la communication, des gens qui sont au marketing, des gens qui sont à la prévention. Les besoins ne sont pas les mêmes. Et quand bien même l'outil serait unifié sur certains aspects, ils ont des outils métiers qui leur sont propres. Et pour autant, ils vont utiliser la même donnée. Et pour autant, il faut retrouver cette même donnée au même endroit et pouvoir la réutiliser. Dernière chance de pouvoir poser une question à mes panélistes. Non? Vous pourrez avoir la chance de pouvoir discuter avec eux dans quelques instants autour d'un croissant et d'un café, parce que je vois que tout est arrivé. On va tenir l'horaire. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez les applaudir. Bah oui, quand même.